Ouais, moi je pense que au contraire, on n'a jamais autant parlé du Ballon d'Or. Bah, en plus, il y a les réseaux sociaux qui aident beaucoup, mais je pense que le Ballon d'Or, il s'est internationalisé à un point qu'on n'aurait jamais imaginé. Et c'est quand même attendu. Même ceux qui sont entre guillemets un peu les rageux ou les anti-Ballon d'Or, ils vont quand même suivre. Ouais. Ils vont. Quand on va sortir la liste des nommés, ça va être critiqué, Ça va ça va être réagir, débattu, il va y ouais. avoir de la polémique. Il y en a qui vont dire attention, moi je suis plus le Ballon d'Or, etc. Hier, j'étais encore avec un pote. Non, mais c'est sûr, hein, cette année c'est Yamal. Mais en fait, qu'est-ce que t'en sais? Même moi qui suis dedans, j'en ai aucune idée. Voilà, il y avait des votes un peu incongrus, on va dire. Qui reste jusqu'à manque d'objectivité ou pas? Voilà, manque d'objectivité ou manque de connaissances, on dit. Pour caricaturer un peu le sentiment que j'ai quand on parle dans la rue, quand on parle des gens qui aiment le foot, que Yamal, c'est le meilleur joueur aujourd'hui, intrinsèquement sur les qualités, mais sur la saison, peut-être que là, les gens vont avoir plus tendance à dire Dembélé. Xavi et Iniesta, je pense que ça change rien, ils l'ont pas gagné, mais ou Maldini aussi, je citais Maldini, c'est des joueurs qui nous ont marqué dans notre jeunesse et voilà qui ont souvent une place à part dans le cœur des amoureux du football. Aujourd'hui, voilà, un Rodri l'a gagné, pas un Xavi ou pas un Iniesta, on peut considérer que c'est une injustice, mais c'est une question de circonstances. Malheureusement, Xavi et Iniesta, ils jouent à la même époque que Cristiano et Messi. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Lustig Taka. Aujourd'hui, j'ai un invité de prestige puisqu'on va parler du Ballon d'Or. Vous savez, le Ballon d'Or qui se célèbre justement le 22 septembre au Théâtre Châtelet à Paris. Et aujourd'hui, on va parler justement de ce Ballon d'Or avec quelqu'un qui connaît très bien le sujet et c'est Florent Tortu. Bonjour Florent, comment ça va? Salut Pierre, mais écoute, ça va très bien, merci beaucoup, ravi d'être là avec toi. C'est super. Aujourd'hui, justement, comme j'ai dit, on va parler du Ballon d'Or. Mais avant ça, je voulais un peu, justement, que les gens te connaissent un peu plus. Bon, toi, tu fais un peu connaître les gens puisque tu fais des interviews pour le magazine France Football et l'équipe. Mais concrètement, tu peux nous expliquer, justement, qui est Florent Tortu? Peut-être aussi les t-shirts que tu portes. Je pense que ça va avoir des éléments de réponse. Qui est Florent Tortu? Ouais, comme je te disais, encore une fois, merci pour l'invitation parce que j'ai pas toujours l'occasion de parler. Je suis un peu en coulisses. C'est vrai que d'habitude c'est moi qui fais les interviews, donc c'est sympa de pouvoir aussi parler un peu de mon métier, d'échanger avec toi sur plein de sujets, le Ballon d'Or, le Barça, etc. En fait, moi je suis tombé dans le foot à l'âge de 10 ans. J'ai vu le Mondial 94, c'était le coup de foudre tout de suite pour cette équipe d'Argentine, le maillot ciel et blanc qui m'a tout impacté. C'était aussi l'époque de l'Olympique de Marseille. Ouais. Donc voilà, c'est mes deux équipes qui portent un maillot ciel et blanc. Et ça a été vraiment pour moi, ce que j'explique notamment aux gens, des amis ou même des gens qui me connaissent pas, ils me disent attends mais t'étais pour qui en 2022 parce qu'ils savent que j'ai une attache particulière avec l'Argentine. Et en fait, moi je suis d'abord tombé amoureux de cette équipe d'Argentine et du pays aussi en général, de ses paysages, des gens, voilà, de la culture argentine. Et ensuite du football plus en général. Et donc voilà, quand j'ai vu cette équipe de 94 avec Batistuta, Caniggia, Maradona, j'ai tout de suite été impressionné. D'ailleurs, quand j'étais adolescent, après je me suis laissé pousser les cheveux à la Batistuta. C'est difficile à croire aujourd'hui, mais j'avais la crinière comme Batigol. Ça a été une de mes premières interviews. Après, quand je suis parti en Argentine, j'aimais aussi beaucoup Trezeguet sans le savoir, ce côté numéro 9, voilà, goleador. Je savais pas qu'il avait des origines argentines, je l'ai découvert après. Donc, il y a un peu tout ça qui s'est imbriqué et donc mon premier salaire d'étudiant, en fait, je travaillais au Resto U à la fac de Rennes et je me suis payé mon premier billet pour aller en Argentine. Et là, le premier coup de foudre autour du foot et autour de la culture s'est confirmé avec ce voyage. Et après, je suis retourné une deuxième fois, j'ai fait un échange universitaire et une troisième fois, en 2009, j'ai commencé à travailler comme correspondant pour le groupe l'équipe et France Football. Voilà, donc ça fait 16 ans aujourd'hui que je travaille pour France Foot et aussi un petit peu pour l'équipe magazine. Et voilà, aujourd'hui je suis à Barcelone et je suis le Barça, mais je fais beaucoup de reportages à travers l'Europe, notamment beaucoup Europe du Sud, Grèce, Portugal. Récemment, j'étais en Roumanie faire George Hagi, ancien joueur du Barça, en Bulgarie faire Stoichkov. Donc voilà, j'ai un peu cette étiquette-là on va dire, de faire pas mal de trucs avec les sudistes, les Sud-Américains, ouais. les Sud de l'Europe. Tu vois, j'aime bien les footballeurs de rue, tu vois, ce football qu'on a un peu perdu. Et voilà, Diego qui est pour moi le plus grand avec Messi qui est là juste à côté maintenant, peut-être sur le même trône. Et voilà, c'est
C'est fou parce que bon, quand on avait discuté la première fois, justement, on était tombé sur ce que tu as dit et moi je retiens un peu ça, mais que tu venais de Rennes, justement, que tu avais fait tes études à Rennes. Alors forcément, peut-être les gens ne savent pas dans la chaîne, mais moi, Tanguy et justement Sacha, nous venons de France, mais en particulier de Rennes, moi et Tanguy. Et c'est vrai que c'est assez particulier parce que bon, il y a pas mal de choses qui nous lient quand même. Bah, comme tu dis, l'amour pour les joueurs argentins, forcément au Barça, qui n'est pas tombé amoureux une fois d'un joueur argentin. Il y en a eu tellement. Et forcément, maintenant, la question un peu en lien avec justement ce que tu as dit et par rapport à ton travail, c'est justement les interviews que tu as pu faire cette année ou peut-être des années auparavant. Alors pour ne citer que eux, hein, que citer des grands noms, il y a eu Messi, Dembélé, Yamal, Rafinha, Xavi Hernandez un peu plus tôt cette saison, aussi Rafinha comme j'ai dit. De toutes ces interviews, de tous ces moments justement que t'as évoqué au tout début, lequel t'a peut-être le plus marqué, lequel t'a peut-être le plus impacté, ou voilà, qu'est-ce que tu préfères aussi dans les interviews? Ça va peut-être aussi répondre à la question. Bah déjà, c'est un exercice que j'aime beaucoup parce que comme on est en train de faire maintenant, on a le temps de se poser, on discute, on apprend à connaître le joueur et on essaie aussi toujours d'orienter. Forcément, par exemple, là j'ai fait Pedri récemment. On a envie de parler ballon avec Pedri, on a envie de savoir, de parler vision du jeu, comme avec Xavi d'ailleurs. Après, c'est l'avantage du Barça, c'est que on parle forcément ballon. Alors dire celle qui m'a plus impacté, c'est difficile parce que j'ai eu la chance, le privilège d'interviewer Maradona aussi, de faire la dernière interview de Maradona. C'était un moment spécial, je pense, pour toi. C'était un moment spécial parce que voilà, on savait qu'il était pas au top de sa forme, on pensait pas qu'il allait mourir, mais parce qu'il avait l'impression qu'il avait déjà ressuscité plein de fois. Et donc, juste un mois avant sa mort, dans France Football, on a fait un numéro spécial pour ses 60 ans. Et voilà, parler avec Maradona, il avait encore ce côté assez espiègle, assez joueur. En fait, c'est ça que j'aimais bien, c'est que Maradona, c'était un joueur sur le terrain, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et donc voilà, de chambrer un peu les Anglais, de dire que son rêve, ce serait de remettre un but aux Anglais de la main droite et de parler aussi que pour lui, finalement, le plus beau trophée qu'il avait remporté, c'était d'avoir donné du plaisir aux gens, que ce soit qui étaient dans les tribunes ou à la télé. Donc ça c'était un moment fort, évidemment, même si c'était en visio parce que c'était au moment du Covid. Et Messi, j'ai eu la chance de le faire 4 fois, 3 fois pour ces 3 derniers Ballons d'Or, du 6e au 8e. La première interview qu'il a fait aussi en arrivant au Paris Saint-Germain. Donc je pense que j'ai eu la chance aussi de faire le Messi qui était le plus à l'aise dans l'exercice, puisqu'on arrivait sur un Messi père de famille, qui avait tout gagné, donc qui était beaucoup plus relax et détendu face au micro. Donc, pouvoir aller dans les détails, et notamment, j'ai beaucoup aimé celle du 7e Ballon d'Or, où on a fait un espèce de portrait chinois, avec les 7 traits de personnalité, de Messi, qui le distingue du reste du commun des mortels, on va dire. Donc, on avait fait un truc pas mal j'avais trouvé ça sympa sur sa timidité, le fait que ce soit un peu à contre-pied de la star qu'il est, sur son abnégation, sur cette personnalité d'extraterrestre, un peu aussi finalement c'est pas un footballeur comme les autres, puisqu'il aime bien c'est la routine et pas forcément les grosses voitures, les voyages, le bling bling. Donc ça c'était sympa. Après je retiens aussi une interview avec Suarez, qui nous avait fait la promesse d'une interview entre le match aller et le match retour de 2017 contre le Paris Saint-Germain. Donc après le 4-0 au Parc des Princes, il a maintenu sa promesse. Et on a fait une interview au centre d'entraînement Johan Gamper. Et ce qui m'avait impressionné, c'est que c'était sa force, espèce de force tranquille de dire non, mais on va gagner, on va renverser le match. Quand ils en ont mis 4, on peut leur en mettre 5. Et bon, finalement, on en a même mis 6. Et quand je suis sorti de la salle, je me dis soit il est complètement fou, soit vraiment il y croit. Et il m'avait presque convaincu. Et en fait, quand je me souviens qu'à chaque but, quand j'étais au Camp Nou, faisais une interview, je me disais c'est pas possible, ils vont vraiment le faire et en fait je me suis rendu compte qu'ils s'étaient tous contaminés entre guillemets dans le vestiaire avec cette idée-là. Luis Enrique aussi l'avait dit. Donc ça c'était une interview aussi très forte, mais voilà évidemment parler avec Xavi Football c'est génial. Rafinha cette saison c'était intéressant parce que c'est un joueur, je pense que personne n'attendait à ce niveau-là. Voilà, t'en as parlé aussi dans un de tes podcasts avec un journaliste de Rennes. Non franchement j'ai une chance incroyable. J'ai fait aussi récemment, j'ai fait Stoichkov, j'ai fait Georges Hadji, j'ai fait franchement, il m'en manque pas beaucoup dans les très très grands, que ce soit Barça ou même hors Barça. Et j'aimerais bien celui qui me manque maintenant, je pense, c'est Ronaldinho.
Mais alors, il est dur à choper, Ronaldinho, parce que on peut pas caler un rendez-vous avec Ronaldinho. Ouais, je pense que Ronaldinho, ça doit être compliqué. Moi, personnellement, justement, hein, Ronaldinho, toi, tu disais que c'était un peu, justement, très aigué, les joueurs argentins. Moi, c'est vraiment Ronaldinho, qui m'a vraiment bouleversé parce que, moi, je suis né en 2001 et quand Ronaldinho est arrivé, voilà, j'étais tout petit, vraiment. Et je me souviens vraiment de l'impact qu'avait eu Ronaldinho dans la ville de Barcelone. Justement, en étant plus petit aussi, ça m'avait impacté 3 fois plus. Et j'ai vraiment cette image encore. Et c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais pour moi le numéro 10 c'est Ronaldinho, tu vois, parce que je suis né avec en fait. Et au final, j'ai vu Messi grandir et tout ça, mais le numéro 10 dans mon cœur, ça reste Ronaldinho. Mais en tout cas, voilà, Ronaldinho, Messi, tous ces joueurs-là ont gagné le Ballon d'Or. Et c'est forcément quelque chose qu'on va évoquer maintenant. Je voulais savoir, alors moi cette année j'ai eu la chance, je peux dire, de parler avec justement celui qui vote pour le Ballon d'Or ici. C'est un journaliste du Diario As. Et en fait il m'avait raconté que en fait dans l'approche de ce qui est donné pour le Ballon d'Or. Alors, il y a forcément les critères, on en parlera un peu plus après. Mais en fait, il y a quelque chose que j'ai retenu, c'est qu'il m'a dit, il faut faire très attention parce que les journalistes qui votent, ils votent en fonction de leur vision. C'est-à-dire, ils votent en fonction de leur pays, de ce qu'ils regardent, et pas forcément, ils ont pas tous la même vision. Alors la question que je veux te poser, c'est un peu, justement, comment le Ballon d'Or est attribué, et justement la question de comment on élit le journaliste qui va représenter justement chaque pays. Comment est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Ouais, bien sûr. Déjà, il faut savoir que le Ballon d'Or, donc il est attribué depuis 1956. Et ça a toujours été la volonté des fondateurs, voilà, du groupe L'Équipe et justement du Ballon d'Or, de la Ligue des Champions aussi, pour ceux qui savent pas, qui a été créé par le groupe L'Équipe, qu'il y ait quand même toujours cette patte journalistique. Donc, dès le départ, ça a été l'idée que ce soit les journalistes qui votent, les spécialistes, en fait, des gens qui suivent le football toute l'année. Donc, le collège, il a atteint, ces dernières années, il avait atteint à peu près 200 pays. C'était à peu près les 200 pays qui sont inscrits à la FIFA. Sauf que on s'est rendu compte qu'on avait des pays, pour ne pas les citer, dans les Caraïbes par exemple, certains pays d'Afrique, certains pays d'Asie, qui ont moins la culture footballistique et qui aussi parfois ne reçoivent pas ou n'ont pas la diffusion dans leur pays de certains championnats. Ah ouais, c'est vrai. Par exemple, concrètement, en Asie, il y a pas mal de pays d'Asie du Sud-Est qui ne vont regarder que la Première Ligue ou la Ligue des Champions, voire ou les deux. Mais c'est vrai que du coup, ils vont moins regarder la Liga, ils vont moins regarder la Bundesliga, la Ligue 1, le Calcio, qui sont les championnats en général où on touche le Ballon d'Or. Voilà. Même je peux étendre au Portugal ou aux Pays-Bas, mais voilà. Ils ont pas ces ligues-là et ils privilégient parce que aussi, je pense que la Première Ligue a été très forte. Bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais ils étaient très forts dans l'extension de leurs produits et voilà. Et après aussi historiquement par rapport au colonialisme, etc. Donc voilà, donc du coup, on s'est rendu compte que par exemple, je me souviens plus quel pays c'était, mais en 2019, quand Liverpool fait sa très grosse saison, on a eu un votant en Asie du Sud-Est qui avait mis 4-5 joueurs de Liverpool dans le top 10, avec notamment Trent Alexander-Arnold numéro 1. Donc ce journaliste, il a absolument le droit de mettre ce joueur-là en 1, mais il y avait les votes les plus incongrus étaient toujours dans ces régions du globe, c'est-à-dire encore une fois Caraïbes, Amérique centrale, Asie, Afrique, etc. Voilà, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais on s'est rendu compte que c'était tout simplement qu'il y avait un manque de culture footballistique et des fois aussi un manque d'accès aux produits football, on va dire. Ouais, c'est sûr. Donc du coup, on a resserré en fait. Alors je me souviens pas exactement s'il y a 2 ou 3 ans, mais il y a 2-3 ans à peu près, on a resserré le jury à 100 personnes. On prend au moment où les nommés sont donnés, donc cette année ce sera le 7 août. On prend le classement FIFA de ce moment-là et on prend les 100 journalistes des 100 pays, des 100 premiers pays au classement FIFA, parce qu'on estime que de toute façon il suffit de regarder. Généralement c'est des pays qui ont déjà joué des coupes du monde, c'est des pays qui ont déjà sorti des gros joueurs, même si c'est des pays qui n'ont pas forcément joué. Voilà, je me souviens. Voilà, je pense que Nonda, Shabani Nonda, il est de quel pays déjà? Il est de j'ai un petit doute. En fait, t'as des pays où t'as des joueurs qui sont sortis de ces pays-là et qui vont du coup avoir cette culture foot, qui vont avoir des joueurs qui vont aller en Europe, qui vont suivre, qui vont avoir des journalistes et des journaux des médias qui sont spécialisés.
Et donc voilà, donc on a resserré là-dessus en se disant ça va être un peu moins polémique, ça va plus coller à la réalité. Ok. Donc ça c'était la première décision. Et après la deuxième partie de ta question, Ouais, c'était justement c'était un peu comment vous élisez, enfin comment vous choisissez. Ah oui. Et un comment peu on choisit les votants. Voilà, parce que moi ce que m'a expliqué justement le journaliste du Diario As, c'est qu'en fait il y a parce que lui il était pas là avant. C'était un autre avant. Je crois qu'il travaillait à Mundo Deportivo, celui qui était avant. Et oui. en fait c'était Francesca Aguilar avant. Voilà. Et maintenant c'est aujourd'hui c'est le directeur des sports de As, mais pareil j'ai oublié son nom. Alfredo Relaño. Voilà, c'est Relaño. Ouais. Et donc il nous expliquait que lui avant il ne votait pas au Ballon d'Or et que je crois que c'est justement ce journaliste-là qui était là avant qui avait recommandé dans France Football parce que il y a une histoire de critères de justement de prestige. Enfin, je sais pas exactement comment ils établissent ça justement. Bah écoute, je vais te dire un peu l'idée. Il y a pas de règle établie, mais l'idée effectivement déjà c'est que le journaliste soit en activité. Et à ce moment-là, Francesca Aguilar prenait sa retraite. C'est ça. Donc déjà voilà, c'est pour ça que très honnêtement, il a annoncé à France Foot qu'il partait à la retraite. Donc voilà, on a essayé de chercher un autre journaliste qui est en activité. Il a été recommandé. Ça arrive souvent que l'ancien votant, pour des raisons soit parce qu'il arrête le journalisme ou parce qu'il part à la retraite ou parce qu'il a plus envie, nous recommande quelqu'un. Après, par exemple, pour donner un exemple très concret, sans forcément citer les pays, mais Vincent Garcia, donc qui est le rédacteur en chef de France Football, m'a demandé durant la saison de checker 4-5 votants qu'on avait en Amérique centrale, Amérique du Sud, où les votes nous semblaient pas. Évidemment, on est organisateur et on est garant aussi du bon fonctionnement du Ballon d'Or. C'est nous qui choisissons les votants et Vincent et d'autres personnes à la rédaction considéraient que certains votants d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud avaient voté peut-être pas de manière très sérieuse, on va dire, l'an dernier, qu'il y avait parfois aussi on a évidemment des votants qui privilégient des joueurs de leur pays ou de leur région parce qu'ils sont pas forcément un joueur de leur pays qui est représenté. Et voilà, il y avait des votes un peu incongrus, on va dire. Qui reste jusqu'à manque d'objectivité ou pas? Voilà, manque d'objectivité ou manque de connaissances. On disait ce journaliste finalement on se rend compte parce qu'il y en a qui sont là depuis plus longtemps, donc par inertie on les garde, mais en fait on se rend compte des fois ils eux-mêmes par manque d'honnêteté ils disent pas, ils ont peut-être arrêté le journalisme ou ils ont changé de section, parfois ils sont plus dans la section sport, ils continuent donc ils regardent moins de matchs, ils sont pas forcément au courant. Donc ça on est en train on a fait un nettoyage et je pense que voilà, on est en train d'arriver un peu à ce qu'on voulait. Ouais, à la perfection. Voilà, je sais pas si c'est la perfection, mais voilà, on est en train d'arriver à avoir que des journalistes qui suivent vraiment. Donc moi j'ai recommandé. J'ai aussi parlé avec des journalistes que j'avais des Français ou des journalistes souvent argentins que je connais qui sont sur place, qui m'ont recommandé d'autres personnes parce qu'il faut que le journaliste soit natif du pays. Okay. Et par exemple je sais que c'est j'ai dit que j'allais pas les citer, mais Panama, Salvador, tout ça, j'avais des contacts argentins qui me disaient lui c'est la référence. Mais il était argentin. Oui, non, il y avait un journaliste argentin que je connaissais qui m'a recommandé un autre journaliste qui connaissait sur place. Lui, il est correspondant, il connaît des journalistes locaux. Ouais, voilà. Et il m'a recommandé, je sais que avec Vincent on a rigolé parce qu'il y a un jeune journaliste qui doit avoir peut-être la vingtaine comme toi. Et il me dit t'es sûr, lui quand même, il est très jeune, il a pas beaucoup d'expérience. Mais en fait, on m'a dit c'est le geek du pays. Ouais. Je sais plus lequel c'était, un pays d'Amérique centrale. Le mec, il regarde tous les matchs, il est à fond. Et en fait, surtout, ce qui est important, c'est que les journalistes regardent évidemment les pays, des matchs de leur région, que ce soit la Copa Libertadores par exemple, ou la Copa Sudamericana, ou la Gold Cup, voilà. Mais aussi soit attentif à ce qui se passe en Europe, donc regarde la Ligue des Champions et les différents championnats. Et ce mec-là, c'est un peu comme il s'appelle ici, le mec qui fait beaucoup de stats en Espagne là, je sais plus comment il s'appelle. Mr. Chip. Mr. Chip, ouais, voilà. Okay. Voilà, c'est un gars un peu qui a ce profil-là. Okay. Et voilà, c'est un malade mental, on va pas faire 3 heures sur lui, mais le gars, voilà, notre idée c'est d'avoir des experts. Ouais. Des experts dans leur domaine et qui représentent bien leur pays et qui représentent bien aussi la connaissance du foot qu'on cherche. Ok. Je pense que je pense qu'il y a justement ce côté, c'est un peu compliqué comme tu disais, en fait, de suivre tous les journalistes pour savoir lequel est, et c'est pour ça que je pense que ça doit être assez complexe, et je n'imagine même pas ce que ça doit être justement d'organiser tout ça. Mais justement, par rapport à ce choix de journalistes, par rapport à tout cet engrenage de trucs, forcément, il y a eu des critiques, justement, c'était l'une des choses auxquelles j'ai parlé avec Alfredo Relaño, parce que,
des fois, il y a l'impression, et comme tu disais, il y a un peu, des fois, ce manque d'objectivité, mais des fois, l'impression que, vu que les listes sont publiques, il y a certains journalistes qui se disent, ah ouais, peut-être que si je vote pas le meilleur joueur de mon pays, on va mal le prendre ou soit. Est-ce qu'il y a ce ressenti aussi, peut-être, de l'autre côté de la rédaction, que parfois, justement, c'est pas tellement que le journaliste veut son pays, mais plutôt que, par crainte ou par ce genre de choses, il peut se décanter justement pour un joueur. Je crois qu'il y avait un journaliste portugais qui avait mis Bernardo Silva en premier. Il y a des trucs comme ça où tu te dis bon, l'Argentin qu'elle a mis sur le top 5, il avait mis de 2022, il avait mis 4 Argentins. On peut le comprendre parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, mais voilà, on sait que forcément c'est un petit peu exagéré parce que du coup il occupe tout le reste de la saison. D'accord, ouais, c'est vrai que bon. Donc ça, oui, c'était un peu justement l'idée effectivement de faire ce nettoyage. C'était cette idée-là. Donc d'ailleurs voilà, le journaliste argentin, moi j'ai recommandé Ezequiel Fernandez-Mour, qui est pour moi la bible du football en Argentine et qui est un journaliste de presse écrite aussi. Ce que je disais à Vincent, moi j'aime bien aussi que ce soit des journalistes de presse écrite ou radio parce que télé, c'est souvent aussi plus des animateurs que des fins connaisseurs. Ça demande aussi d'autres qualités. Donc moi, généralement, je recommande plutôt des journalistes écrits ou radio. Mais on a dans Parole de juré, par rapport à ce que tu disais, on a une rubrique qui s'appelle Parole de juré tous les mois dans France Foot où les jurés peuvent expliquer un peu leur choix du dernier vote et aussi expliquer c'est quoi le rôle dans ton pays, qu'est-ce que ça représente d'être juré du Ballon d'Or, la pression que ça peut signifier, etc. Et on a dans les derniers, je me souviens, alors je sais pas quel c'était, mais dans les derniers que j'ai lu, on avait un journaliste qui expliquait c'est sûr que si je vais pas je sais plus si c'était peut-être un journaliste camerounais, si à l'époque je mettais pas Eto'o, je me faisais descendre, c'est sûr, ça c'est des choses que j'allais dire on va voir pas mal en Afrique ou en Amérique du Sud, mais en fait je pense que les Européens au final tu l'as dit ils font la même chose. Donc on essaye d'avoir des gens sérieux qui soient un minimum objectifs, mais on sait que de toute façon il y aura toujours forcément une espèce de, comme dirait en espagnol, une inclinaison pour un joueur c'est ça, pour un joueur local ou il y a différentes sensibilités, donc c'est normal. Ouais, c'est sûr. En Espagne, justement, Relagno avait été très critiqué parce qu'il avait mis Vinicius en premier par rapport à Rodri. Et au final, j'avais eu l'explication de Relagno qui avait dit que Vinicius était un genre multidifférentiel et que voilà, la beauté du jeu, la beauté du geste, ça, il préférait. En tout cas, je pense que c'est pas avec un journaliste justement que tout va se voter, mais plutôt plusieurs journalistes. Et c'est vrai que un peu pour continuer dans cette truc là, c'est vrai qu'il y a pas mal de polémiques sur le fait que justement maintenant le Ballon d'Or ait perdu un peu de prestige. Il y a un peu ce truc là de se dire ouais mais maintenant ça veut plus rien dire, ou alors avant c'était mieux. Bon ça on le dit un peu avec tout hein, mais ouais maintenant ça a perdu de prestige, ouais maintenant de toute façon ça veut plus rien dire, c'est pas les fans qui votent. Il y a beaucoup de critiques par rapport à ça. Un peu en off, on se posait la question et tu me disais, en fait, peut-être que ça donne plus justement de buzz un peu au Ballon d'Or. Ouais, moi je pense que au contraire, on n'a jamais autant parlé du Ballon d'Or. En plus, il y a les réseaux sociaux qui aident beaucoup, mais je pense que le Ballon d'Or, il s'est internationalisé à un point qu'on n'aurait jamais imaginé. Et c'est aujourd'hui, tout le monde sait qui est Messi, tout le monde sait qui est Yamal, mais aussi dans n'importe quel pays, tout le monde sait ce que c'est que le Ballon d'Or. Et c'est quand même attendu, même ceux qui sont entre guillemets un peu les rageux ou les anti-Ballon d'Or, ils vont quand même suivre, ils vont, quand on va sortir la liste des nommés, ça va être critiqué, ça va être débattu, d'ailleurs de la polémique, il y en a qui disent de toute façon moi je suis plus le Ballon d'Or, etc. Mais en fait c'est un peu genre ils tournent la tête mais ils gardent un œil dessus. Donc je trouve qu'il y a un peu une sorte d'hypocrisie par rapport à ça, parce qu'on dit même ceux qui disent qu'ils s'y intéressent plus, en fait ils s'y intéressent, ils ont quand même leur avis dessus, ils disent moi j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait autrement, mais au final c'est quand même une manière de s'y intéresser. Et moi je suis pas d'accord. Je pense que aujourd'hui, moi je me rends compte notamment avec mes interviews France Foot. Si aujourd'hui j'ai eu autant de joueurs de prestige, c'est parce que le Ballon d'Or leur parle beaucoup. Par exemple, Xavi, c'était rigolo. En plus, il me dit, moi j'aimerais bien que tu dises à ton chef qu'il m'envoie mes 3 ballons de bronze. Et s'il a accepté de faire l'interview, c'était sa première interview depuis 3-4 ans, parce que quand il faisait les conférences de presse du Barça, il donnait pas d'interview individuelle. Pendant presque un an après, il a pas parlé. Et s'il a accepté, c'est parce qu'il connaît le prestige de France Football qui est lié au prestige du Ballon d'Or. D'ailleurs, on a changé il y a 2-3 ans. Maintenant, on a mis en couverture France Football le magazine du Ballon d'Or, tout simplement. Et je crois que ça c'est quelque chose qui fait que voilà, le Ballon d'Or a
a transcendé toutes ces années et arrive à tous les gens dans le monde entier, sur tous les continents et fait débat. Et je pense que c'est un peu la magie. C'est sûr qu'on est dans un sport collectif. Ouais. Donner un trophée individuel, ça peut paraître un peu bizarre aussi. Peut-être qu'à une époque, effectivement, dans l'esprit de certaines personnes, je parle à la fois des jurés et aussi du public, le Ballon d'Or, c'était le meilleur joueur de l'année, de manière un peu intrinsèque. C'était entre Cristiano et Messi. On disait, bon, cette année, c'est lui qui a été un petit peu meilleur que l'autre, mais c'était, voilà. Ça, ouais. Je pense que l'année dernière, ce qui était sympa, c'était justement, même l'année où Modric le gagne, ou Benzema, c'était vraiment le joueur qui a fait la plus grosse saison. Et c'est quand même, ça reste l'idée originale du Ballon d'Or, c'est on prime, on va en parler après avec les critères, ouais. les critères et les joueurs qui sont favoris. En fait, est-ce qu'on prime le meilleur joueur du moment ou est-ce qu'on prime le meilleur joueur de la saison, en fait? Enfin, quand je dis du moment, le ouais. meilleur, si on dit au jour, à un moment X, qui est le meilleur joueur aujourd'hui de tous les joueurs, certains vont avoir leur avis. Et si on dit, mais non, on prend sur cette saison-là qui a été le joueur le plus performant individuellement et collectivement. Et là, on va peut-être changer d'avis. C'est pas la même question, en fait. C'est sûr. Et je pense que au niveau du Ballon d'Or, il y a un peu, comme on dit ici en Espagne, el amor odio, c'est-à-dire un peu d'amour, mais en même temps enfin pas du dégoût, mais voilà, amour, voilà. Et moi personnellement, c'est vrai que j'ai toujours suivi ça de près. Les critiques, j'ai pu les comprendre, mais un peu comme tu dis, j'ai toujours suivi ça parce que je prends quand même en considération que c'est des journalistes qui regardent justement ce qui se passe et je pense que si on commence à avoir justement cette méfiance tout le temps à l'égard de tout, on perd un peu en fait et puis après on va se dire c'est dommage, il y a plus de Ballon d'Or, il y a plus de prix pour récompenser le football et dans ce cas-là on sera triste en fait, on se dira en fait ça perd un peu de son sens. Il y a aussi comme tu disais, le fait que justement avant, peut-être que le Ballon d'Or était plus reconnu, et c'est vrai que maintenant l'UEFA, bon plus maintenant parce qu'ils ont arrêté, mais la FIFA a fait ses prix. Il y a aussi pas mal de prix qui sont donnés, voilà, les lauréats, les lauréats et tout ça. Est-ce que peut-être ça aussi, ça fait de la concurrence pour le Ballon d'Or ou justement non? C'est ça reste le Ballon d'Or. Je pense que ça reste assez exceptionnel. Déjà pour moi, il y a un truc qui est très très fort, c'est que l'objet ce ballon en or qui voilà, on est sur l'or qui est le métal le plus précieux, on est sur un ballon qui fait rêver tous les gamins et ce ballon il fait rêver tous les jeunes footballeurs qui sont du coup tous amateurs mais après je pense qu'il fait aussi rêver les footballeurs quand ils sont plus grands, que ce soit des amateurs ou des professionnels et ça je pense qu'il y a que la Coupe du Monde qui fait ça. Ouais. La Ligue des Champions aussi mais qui a ce côté magique. Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, il y a que le Ballon d'Or qui a cette aura, en fait, que revêt la Coupe du Monde. Et voilà, quand on voit quand les joueurs, ils embrassent le Ballon d'Or, qu'ils le regardent avec les yeux de l'amour, etc. Et ça, on l'a pas forcément avec d'autres trophées, et notamment avec les autres prix dont tu as parlé. Donc, je pense que le Ballon d'Or, ça reste quand même différent. Et puis, à ce côté, en plus prestige, ça fait longtemps, ça fait depuis 1956 qu'il est attribué. Et puis il y a cette petite course les 2-3 mois avant qui s'intensifie. Donc c'est dans les débats, dans les cafés, dans les familles, entre potes, etc. Et puis voilà le cadre, le théâtre du Châtelet. Paris. Ça à côté, moi ce que j'explique aux gens qui connaissent pas forcément la Paris, les gens qui connaissent pas forcément le Ballon d'Or, je dis c'est les Oscars du foot en fait. Il y a le tapis rouge, tout le monde se met en. Il y a des artistes. Il y a des artistes qui viennent. Il y avait l'année dernière, j'ai eu la chance d'être avec Nathalie Portman qui était là. Donc on est dans un moment magique qui ressemble un peu à ce qu'on peut voir dans le cinéma ou dans la musique. Et tout le monde se met en costume. C'est une soirée à Paris. C'est un peu strass et paillettes et tout ça, et ça fait vraiment rêver tout le monde. Donc je pense que le Ballon d'Or, non, ça restera, et ça restera toujours quelque chose de spécial. Et je pense que dans ce que tu dis justement, vu que c'est si spécial, il y a vraiment une compétition qui se joue en fait entre les joueurs, parce que comme tu disais bien, tout le monde et tous les joueurs rêvent de remporter le Ballon d'Or. Et si je me trompe, tu me corriges, mais je crois qu'avant ils connaissaient à l'avance un peu quand ils allaient recevoir le Ballon d'Or. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de polémiques ces dernières années, notamment avec Vinicius qui n'était pas allé, et toute la campagne du Real Madrid justement qui avait décidé de ne pas y aller. Il y avait aussi des moments où le Barça aussi, je crois, avait dit non, on n'y va pas. Et bon,
pas que le Real Madrid, hein. Mais maintenant, on sent que c'est un peu différent parce que vous avez envie justement de réunir tout le monde et que tout le monde vienne pour cette belle fête et pas que ce soit moi je l'ai gagné donc je viens cette année, si je le gagne pas je viens pas. Mais c'est toujours difficile de convaincre un peu les joueurs. Ils ont un peu ce truc de capriccioso, c'est un peu, ils sont capricieux, c'est des enfants un peu gâtés, non? C'est compliqué. Bah en fait donc pour expliquer, c'est que oui effectivement ces dernières années, je pense que dans les années 80, peut-être 90, on disait pas au vainqueur avant qu'il avait gagné, mais pour une question toute simple, en fait, une question d'édition, on voulait sortir le magazine quelques jours seulement après la cérémonie, et donc on a décidé en fait de le donner, avant le donner avant. On le donnait avant aux joueurs, aux vainqueurs, donc le gagnant était au courant. Les autres favoris n'étaient pas au courant. Donc, généralement, si une semaine ou deux avant, ils n'avaient pas été mis au courant et qu'on n'avait pas fait l'interview, ils se doutaient par défaut qu'ils n'avaient pas gagné, quoi. Donc, on avait parfois, c'est arrivé, de pas avoir Cristiano qui vienne pas, Messi aussi, je crois qu'il est pas venu 2 fois. Et donc, c'était un peu dommage parce que ça permettait souvent aux gens de deviner qui allait gagner, qui allait pas le gagner. Et l'an dernier. Et pourtant, le Real et Vinicius ne décidaient pas de venir. Mais l'an dernier, pour la première fois depuis longtemps, on a décidé que les 2 trophées principaux, donc le Ballon d'Or masculin, Ballon d'Or féminin, n'étaient plus annoncés à l'avance. Et que du coup, on annonçait, comme ça se fait dans les cérémonies justement de musique ou ou les Oscars ou de ce genre de trucs, d'annoncer sur le moment. Pour qu'on ait tout le premier rang avec tous les favoris, et puis que, voilà, il y a un moment d'émotion, d'attente. Et cette image aussi avec la déception des uns, la surprise et voilà la joie de l'autre. Et voilà, honnêtement, je vais pas forcément entrer dans les détails, mais le Real Madrid, on sait pas trop si c'était un coup de bluff pour avoir la confirmation avant si Vinicius avait gagné ou pas. Ouais, dire on vient pas et dire si venez. Venez, vous allez sans doute gagner. Mais en fait, l'enveloppe, normalement, il y avait que 2 personnes qui connaissaient le contenu. C'était Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, et le responsable de la cérémonie, directeur de la cérémonie. Et voilà, où il y a peut-être eu une fuite. Bon, c'est une possibilité. Et le Real a été mis au courant. J'en doute quand même parce qu'il faut quand même qu'il y ait une chaîne de personnes. Mais bon, toujours est-il qu'ils ont décidé de pas venir et c'est un peu dommage. Ça a un peu gâché cette première version, où on allait annoncer en direct. Là, on espère, comme il y a des favoris de différents clubs et que ça risque d'être serré, que tout le monde vienne. On sait qu'il y aura des déçus, mais les déçus auront toujours la possibilité de remporter l'année d'après. Donc voilà, en fait, ça fait partie du jeu et puis je pense que ça fait partie du fair play. L'autre jour, j'étais au podcast de sport, ils ont essayé de me tirer un peu les verres du nez sur le Real Madrid. C'est vrai que voilà, c'est pas très classe de la part du Real Madrid parce que c'est bien d'être fair play quand on gagne, mais c'est bien aussi d'être quand on perd et c'est un peu dommage. Aujourd'hui, le Barça, pour plein de raisons, parce qu'ils ont gagné, ils ont remporté tous les ans au moins un trophée avec meilleure jeune, meilleure féminine, meilleur joueur aussi avec Messi. On a des très bonnes relations avec eux et tout ça, mais on sait jamais, ça peut changer. Ouais, et il y a toujours des clubs quand ils ramassent moins de trophées, ils ont tendance à moins avoir envie de venir. Par exemple cette année peut-être que les gens de l'Inter ils vont traîner un peu des pieds pour venir, mais voilà, c'est l'idée, on gagne pas tout le temps et on veut que tout le monde soit là, quoi. C'est sûr, et je pense qu'au niveau des critères, et maintenant on va évoquer ça maintenant, c'est assez compliqué parce que c'est complexe et c'est pas que les performances individuelles. Alors si je me trompe pas, justement la première c'est la performance individuelle et le caractère décisif et impressionnant. Le deuxième c'est les performances collectives et le palmarès, et la troisième c'est la classe et le fair play. Moi je voulais te demander s'il y a peut-être un autre critère qui est peut-être invisible, et en tout cas moi c'est ma perception de l'extérieur, que c'est vrai que quand il y a un joueur qui a déjà fait une très grande carrière, que le donner et ça va nous permettre après de basculer un peu sur le débat Yamal Dembélé, mais c'est vrai que quand il y a un joueur qui a fait une très grande carrière ou qui ça fait des années qu'il joue au haut niveau, quand il y a un autre qui a fait peut-être moins de prestations, ça peut jouer quand même dans la balance. Et quand justement ces 3 critères sont très égaux, on va dire entre les deux quatre protagonistes, 4 protagonistes, ça peut aussi pencher. Il y a peut-être un 4e critère qui est peut-être invisible. Est-ce que tu as cette sensation? Oui, alors il existait à une époque, je sais pas quand est-ce qu'il a été enlevé, je pense qu'il y a une quinzaine d'années, mais ce critère de carrière, je pense que je suis pas tout à fait d'accord parce que par exemple, sinon des joueurs comme Maldini, comme Iniesta, Xavi auraient pu l'avoir parce que ils auraient mérité sur le long terme.
Mais au final, peut-être que ça pèse dans l'esprit du votant, mais nous on est clair, on rappelle quand on envoie la liste des nommés, voilà, maintenant c'est avec un vote électronique, on rappelle les 3 critères, et normalement ces critères sont dans l'ordre. Donc ça veut dire qu'on doit d'abord prendre en compte le critère individuel et voilà les performances du joueur sur la saison, après les performances collectives et l'impact sur l'équipe et sur les trophées, et après la classe et le fair play. Donc normalement on espère, on sait, moi je sais pour parler par exemple avec mon camarade argentin que lui l'an dernier il a pris une feuille. Je sais qu'aussi comment il s'appelle, il est très connu, le journaliste anglais qui est un journaliste très prestigieux, on sait qu'il est très sérieux, on sait que c'est un mec qui est dedans depuis longtemps, qui fait très attention à ça, qui prend son rôle très à cœur. Il le racontait que lui il prend une feuille. Il essaye de réfléchir un peu comme ça de tête, les joueurs qui l'impressionnent. Il va regarder des vidéos sur YouTube, il va aller sur Wikipédia ou sur Transfermarkt, regarder les stats, etc. C'est ce qu'on espérerait en vrai de tous les jurés. Ouais, c'est impossible qu'ils se rappellent tous de toutes les performances de tous les joueurs. Non, mais justement, c'est pour ça on aimerait bien qu'ils aillent regarder, qu'ils se prennent une journée, une après-midi pour voilà, parce que c'est en fait évidemment ils sont pas payés, hein. Il y a pas, nous on les paye pas. Il y a pas de corruption non plus comme des fois on a pu entendre. Chaque juré vote en son âme et conscience. Je sais que par exemple Ezequiel Fernandez-Moore, lui ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un petit tour de table auprès de journalistes de la rédaction avec laquelle il bosse. Il a une émission de radio aussi, donc il prend un peu les sons de cloche autour de lui pour avoir un petit peu des retours. Et puis à partir de ça, lui il note sur une feuille les joueurs, il raye, il rechange, etc. Et jusqu'au dernier moment, voilà, il est dans le doute. Mais il essaye vraiment d'analyser, de revoir toute la saison et de prendre, comme on disait tout à l'heure, je crois, de août à juillet. Donc toute la saison dernière, de août 2024 à juillet 2025, avec la Coupe du Monde des clubs inclus, il va falloir bien revoir toute la saison. Certains l'ont joué, d'autres ne l'ont pas joué. Donc forcément, il y a un petit critère déséquilibré. Mais ça, voilà, ça c'est à chacun de décider. Par exemple, voilà, Yamal n'y était pas, Dembélé y était. Et ça, après, voilà, c'est chacun décide. Et de toute façon, on sait que moi, j'aime bien toujours répéter sur le Ballon d'Or, on a 100 votants, donc on a 100 sensibilités différentes. Même si les critères sont établis, c'est pareil qu'un vote quand on va voter pour le président de la République, etc. On a nos critères, on a notre sensibilité, et donc on va choisir quelqu'un qui nous parle le plus, un football qu'on aime plus. Tu parlais tout à l'heure de Ronaldinho. Il y a des gens qui vont adorer Ronaldinho parce que c'est le foot festif, les dribbles, etc. Donc voilà, comme un Vinicius. Il y a d'autres gens qui vont préférer un Rodri, un Xavi, un Iniesta ou même un Busquets, parce que c'est le football, la vision du jeu, le football joué à terre. C'est sûr. Et voilà, ça c'est voilà, il y a les autres qui vont préférer les goleadors. C'est complètement en fonction des sensibilités de chacun. Justement, on se posait la question sur ce Ballon d'Or. Maintenant, on va rentrer en plein justement dans le débat qui anime peut-être justement le prochain Ballon d'Or, le Ballon d'Or qui sera justement décerné le 22 septembre prochain. Ça se joue entre Yamal et justement Dembélé. Est-ce qu'il y a peut-être un autre joueur que toi tu mettrais dans ce débat? Dernièrement, on parlait aussi pas mal d'Hakimi. OK. Mais c'est vrai que il y aura forcément beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain parce qu'ils ont fait une belle saison au niveau collectif. Il y a des joueurs comme Vitinha. Moi aussi j'aime beaucoup João Neves. On a eu un milieu de terrain vraiment qui aujourd'hui a pris le pouvoir, qui rappelle un peu ce qu'on voyait à une époque avec Matuidi, Thiago Motta et Verratti. Je pense que c'est aussi la victoire du milieu de terrain. On parle beaucoup de Dembélé, donc mais c'est pour ça qu'on parlait des sensibilités des journalistes. Il y en a qui vont trouver que voilà, que l'impact d'un Hakimi ou d'un Vitinha était au moins aussi important que celui d'un Dembélé qui finalement il finit les actions. Donnarumma aussi aura sans doute pas mal de points. Ça risque d'être un des gardiens, il sera forcément nommé c'est pas une surprise, mais je pense qu'il sera dans les 10 du Yachin. Il sera aussi sans doute bien classé parmi le Ballon d'Or. Et après, voilà, on regardera aussi les joueurs du Barça. On a parlé de Pedri. C'est un joueur qui n'a peut-être pas les mêmes statistiques, qu'un Dembélé ou un Yamal, mais qui est très important dans la construction du jeu. Et les romantiques du football vont sans doute lui donner quelques voix. Donc, on peut imaginer que par exemple un Pedri peut être dans le top 5. Et puis après, voilà, l'Inter a fait quand même une grosse saison. Lautaro aussi. Pour être dedans. J'en oublie sûrement, c'est vrai que j'ai tendance à moins regarder peut-être la première ligue, on aura des joueurs de Liverpool. Ouais. Peut-être qu'il y aura quand même aussi des joueurs du Real. City cette année c'est un peu plus compliqué, mais le Bayern, il y a aussi des très bons joueurs au Bayern. Voilà, de toute façon on retrouve toujours les mêmes clubs, on va pas se mentir.
Et après, c'est les sensibilités. Mais voilà, je pense que dans les joueurs que j'ai nommés, il y a des chances qu'on les retrouve dans le top 10. Ouais. Et il y a aussi quelque chose qui, je pense, va être aussi cette année très important. On parlait justement des critères un peu de ce Ballon d'Or. Et on a l'impression que tous les ans, à partir de peut-être l'année dernière et peut-être il y a un an avant, c'est peut-être le fair play qui va faire la différence, parce que on est quand même sur des joueurs qui ont des saisons stratosphériques. Alors forcément, Paris avec Dembélé, ils ont gagné la Ligue des Champions, c'était quelque chose qu'attendaient énormément les Parisiens et peut-être le monde du football aussi, puisque ça fait des années qu'on parlait justement de Paris, de Paris, de Paris. Est-ce que tu penses que justement le fait de peut-être les performances bah voilà, comme on disait, collective, et aussi le fait que remporter la Ligue des Champions, on a l'impression que quand tu remportes la Ligue des Champions ou quand tu remportes justement un trophée collectif avec ta sélection, les points se multiplient par 10 quoi. Et bon, Yamal, certes il a eu l'Euro et c'est très important, mais je sais pas jusqu'à quel point. Alors l'Euro, je pense que ça compte pour la dernière. Ouais, c'est pour ça. En fait, c'est pour ça. Justement. Il est pas dedans. Voilà, c'est pour ça. Et justement, en fait, le truc, c'est que je pense que les amoureux du football, voilà, ils ont découvert Yamal peut-être lors de l'Euro. Ça a été l'explosion à l'Euro. Et voilà, malheureusement, vu les critères sont ceux-là, ça compte pas. Mais peut-être que les gens se disent que... Il a gagné des points l'an dernier grâce à ça. Voilà. Mais le truc, c'est que... Mais cette année, voilà. on est sur une autre saison. Donc peut-être que si, voilà, là, cette saison, avec la Coupe du Monde, on verra ce qui se passe. Mais est-ce que tu dirais que il y a peut-être une balance qui se fait plus au niveau de Dembélé qu'au niveau de Yamal, ou c'est vraiment très, très juste? Je sais pas. Moi, il y a un truc que vraiment j'aime bien souligner, c'est voilà, sans votant, donc sans sensibilité. Donc, il y en a qui vont considérer, voilà, pour reprendre un peu les termes que j'utilisais tout à l'heure, que pour caricaturer un peu le sentiment que j'ai quand on parle dans la rue, quand on parle des gens qui aiment le foot, que Yamal, c'est le meilleur joueur aujourd'hui intrinsèquement sur les qualités. Si on doit dire quel est le meilleur joueur du monde actuellement, les gens vont dire Yamal, instinctivement. Mais sur la saison, peut-être que là, les gens vont avoir plus tendance à dire Dembélé. Et donc déjà, ça, c'est une différence. Donc, là, déjà, on a une égalité en fonction de deux manières d'aborder le Ballon d'Or. On va avoir un qui va gagner plus si on le prend d'une manière et l'autre qui va gagner si on le prend d'une autre manière. Et ensuite, pour moi, le critère 1 et le critère 2 du Ballon d'Or, donc le premier qui est le performance individuelle, impact sur le collectif, etc. Bah, peut-être que certains vont dire c'est plus Yamal. En fait, quand je pense à cette définition, je vais voir Yamal en fait qui va me venir à l'esprit. Parce que c'est un impact player, c'est un joueur qui va créer des déséquilibres, etc. Et le deuxième critère qui est saison, le collectif, l'impact sur le collectif et les trophées, on va dire ça c'est Dembélé parce qu'il a fait une saison extraordinaire, il a marqué des buts qui ont été décisifs et qui ont permis à son équipe d'aller en finale et de la remporter. Donc les gens ont peut-être tendance à avoir ce critère-là à mettre Dembélé en premier. Et après il y a le critère fair play, élégance, etc. Où là je pense que ça c'est complètement mon avis, mais je pense que peut-être ça peut impacter les dernières choses qui se sont passées avec lui. Extra football peuvent peut-être impacter un peu et peuvent faire que certains votants vont avoir plutôt tendance sur ce critère-là à s'incliner pour Dembélé. Après, c'est peut-être pas le cas. Je pense que typiquement les Espagnols, les Marocains ou d'autres, ou les gens les Brésiliens par exemple qui aiment bien ce football un peu spectacle ça va pas les impacter. Mais peut-être que des pays, je sais pas, des pays nordiques, des pays qui font plus attention à ça, au comportement, vont peut-être retirer des points entre guillemets à Yamal pour ça. Mais ça, c'est vraiment de la spéculation. J'en sais rien du tout. Hein. C'est une sensibilité. Je pense que franchement, ce Ballon d'Or, on dit ça peut-être un peu tous les ans, mais il va être vraiment, vraiment très indécis. Parce que déjà il y a pas que Dembélé et Yamal. Il y a aussi des joueurs du Paris Saint-Germain, du Barça ou d'autres clubs qui vont prendre des voix. Donc les voix vont se répartir et ça, on sait que parfois ça peut. Le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs d'un même club, ça peut porter préjudice, même si, en vrai, pas tant que ça, parce que le premier, en fait, prend 15 points. Si vous mettez, si toi, par exemple, tu votes, tu mets Yamal, il va prendre 15 points. Le deuxième, je crois que c'est 12. Et après, on passe à 10 et après, ça descend jusqu'au 10e, il faut mettre 10 joueurs. Jusqu'à le 10e, il a 1 point. Alors, je m'en rappelle plus après exactement l'échelonnage. Mais, en fait, on va vraiment avoir 100 personnes qui vont voter avec leur sensibilité, leur manière de voir le foot. Et donc, c'est quand on va dépouiller ces votes-là qu'on va vraiment découvrir le Ballon d'Or. Je pense que ce
ceux qui disent, ah non, mais c'est super, hier, j'étais encore avec un pote. Non, mais c'est sûr, hein, mais cette année, c'est Yamal. Mais en fait, qu'est-ce que t'en sais? Même moi qui suis dedans, j'en ai aucune idée. Et il y a d'autres, et le lendemain, je vais retrouver un autre pote, il va dire, ah, mais non, c'est pour Dembélé, t'as vu la saison de foot qu'il a fait, il a mis des buts, il a changé. Après, peut-être, tu vois, le critère, par exemple, d'avoir été capable de changer de poste, de numéro 9, etc., c'est peut-être un critère que les gens vont prendre en compte, c'est qu'il n'existe pas. Et que les gens vont se dire, ah ouais, quand même, il a évolué, il a appris à jouer à un autre poste, il s'est sublimé dans ce poste-là. Et les gens vont vouloir avoir envie de primer ça aussi, tu vois. Donc en fait, on n'est pas dans la tête des gens et encore moins dans la tête de 100 personnes en même temps qui se mélangent et qui font un vote, quoi. Et qui viennent de différentes origines, comme on a dit, et qui ont différentes perspectives du football et tout ça. Et moi, par contre, je pense que voilà, ce Ballon d'Or, et on va finir un peu sur ça, mais je pense que ce Ballon d'Or, il va être vraiment important pour les fans du Barça. Et c'est pour ça aussi qu'on fait cette interview, parce que on a un joueur, c'est Dembélé, on le connaît très bien à Barcelone. Je me rappelle d'une phrase de Laporta qui avait dit Dembélé, il est meilleur que Mbappé quand on l'avait signé. Et Mbappé, il est quand même allé au Real pour remporter la Ligue des Champions et pour le Ballon d'Or, parce que c'est quelque chose qui lui manque quand même dans sa carrière. Au final, c'est peut-être Dembélé qui va l'avoir. Et moi, je ne peux m'empêcher de croire, et ça c'est mon avis encore une fois personnel, que c'est Dembélé qui va le prendre, parce que en voyant ce qui s'est passé les dernières années, notamment avec le cas Benzema, où Benzema, certes, il a été de nombreuses années au Real, mais il a jamais eu l'impact qu'il a eu quand il a remporté le Ballon d'Or cette année-là. Ouais. Et j'ai un peu la même sensation avec Dembélé. C'est la sensation que ça a été un très bon joueur au Barça. Peut-être qu'il a manqué de régularité justement, il a eu des blessures et tout ça, mais voilà, enfin cette année, vu qu'il gagne avec Paris, c'est peut-être la seule saison où il va pouvoir le gagner. Alors voilà, j'espère que Yamal en aura d'autres justement, et que voilà. Mais peut-être que c'est ça aussi qui va changer en fait. Peut-être que c'est ça qui va faire le Ballon d'Or. Ouais, bien sûr. Bah ça me fait un peu penser quand Messi l'a eu en 2023. Suite à la Coupe du Monde 2022, parce que c'était pas sur les saisons à ce moment-là encore, c'était un des, c'était déjà sur les saisons, bah si, parce que Benzema. Oui, si. C'était déjà sur les saisons. Ah oui, mais oui, non, parce que tout simplement la Coupe du Monde s'est jouée en décembre. Ouais, c'est ça. Donc c'était la saison 2022-2023, donc il l'a reçu en septembre 2023. Et évidemment que ce qui a pesé cette saison-là, c'est la belle histoire. Il boucle la boucle avec la sélection argentine, et je pense que c'est ça l'essentialité des gens les gens ont été touchés à ce moment-là. Bon bah il a enfin soulevé le trophée tant espéré avec l'Argentine, il a la Coupe du Monde, donc on lui donne le Ballon d'Or pour ça, alors qu'il y avait peut-être d'autres joueurs qui au vu de la saison entière auraient peut-être mérité aussi, parce qu'en club ça avait pas été une saison si extraordinaire que ça pour Messi. Oui, parce que voilà. Mais en fait il avait des stats sans doute similaires à celles de Yamal et Dembélé aujourd'hui. Mais ouais, je pense qu'il y a cet effet-là aussi qui est pas un des critères, mais c'est pour ça que évidemment nous, encore une fois, je répète, nous on envoie les critères, on envoie la liste, et après chacun vote en son âme et conscience, et c'est ça aussi un peu la magie du Ballon d'Or, et on va en parler les semaines d'avant, on va en parler le jour le 22 septembre, ça va être le pic dans les débats, ça va être trending tout partout, et les jours d'après. À la machine à café, dans les bars, entre potes, en famille, il y aura des engueulades, il y aura des débats, il y aura des polémiques, il y aura des clashs, mais c'est ça la magie du Ballon d'Or. Et après voilà, les nostalgiques par exemple de Xavi et Iniesta, je pense que ça change rien, ils l'ont pas gagné, mais ou Maldini aussi, je citais Maldini, c'est des joueurs qui nous ont marqué dans notre jeunesse, et voilà, qui ont souvent une place à part dans le cœur des amoureux du football. Aujourd'hui, voilà, un Rodri l'a gagné, pas un Xavi ou pas un Iniesta, on peut considérer que c'est une injustice, mais c'est une question de circonstances. Malheureusement, Xavi et Iniesta, ils jouent à la même époque que Cristiano et Messi, et voilà, à l'époque, on n'allait pas créer un deuxième Ballon d'Or pour les autres. Ouais. Donc voilà, c'est un peu triste, mais voilà, ça n'empêche pas, ça n'enlève pas la grande carrière qu'ils ont fait et que les autres joueurs ont fait. Ça n'enlève pas non plus, par exemple, la grande saison de Vinicius l'an passé, voilà. Il a terminé seulement deuxième, mais c'est déjà une belle performance. Je pense qu'avec le recul dans quelques années, si finalement il ne le gagne jamais, il pourra se dire, comme j'ai été deuxième au Ballon d'Or, j'ai fait Roberto Carlos aussi en début de saison. Bah, il est très fier en 2002 d'avoir été deuxième au Ballon d'Or. En plus, lui étant défenseur, c'était quelque chose d'exceptionnel. Il me dit, devant moi j'avais Ronaldo, mon pote Ronaldo le Brésilien. Donc il n'y avait pas d'amertume, de regret par rapport à ça. Et je pense que les joueurs valorisent, comme Xavi, il valorise ses 3 ballons de bronze c'est ça. A posteriori. Mais voilà, évidemment, quand on est si près, comme Ribéry a été à une époque, Ribéry.
il y a toujours forcément ces petits trucs de pas avoir été au bout, et je comprends les joueurs. Mais voilà, ça montre que ça fait rêver tout le monde, y compris les légendes du foot. Bon, bah, sur ces belles paroles, encore une fois, merci, Florent, d'avoir pu échanger avec nous. Encore une fois, c'est un honneur que tu puisses nous répondre à toutes ces questions. C'est important pour nous aussi de préparer un peu ce Ballon d'Or. Je sais pas si tu as quelque chose à dire avant de finir ou t'as tout dit. Non, bah moi, je suis très content d'avoir participé, d'avoir pu échanger avec toi. C'était une bonne charla futbolera, une bonne discussion football comme on aime, et de pouvoir expliquer aussi, parce que souvent les gens se font une idée du Ballon d'Or sans forcément connaître les critères. C'est un peu le mal de notre société. Voilà, bah par exemple, ces derniers jours, on parlait beaucoup de la polémique Yamal, et tous mes amis évidemment qui savent que j'interviewe Yamal, qui savent que je suis dans le foot, etc. M'ont arrivé des fois avec il s'est passé ça, il a fait ci, il a fait ça. Est-ce que ça est un danger? Voilà, en fait ça s'est pas passé exactement. Voilà, faut expliquer aux gens, bah c'est l'entourage, il y a des erreurs qui ont été commises, etc. Mais parfois on mélange un peu tout, on connaît pas bien les sujets. C'est un peu le mal de notre société, je trouve, parfois de donner son avis avant d'avoir tous les éléments. Et là, je pense que c'est bien pour les gens qui auront regardé jusqu'au bout de savoir exactement comment fonctionne le Ballon d'Or, quels changements ont été apportés ces dernières années. Voilà, le fait de faire sur une saison qui est plus logique, qu'on aurait dû faire, je pense, depuis longtemps. On n'a pas parlé, maintenant il y a aussi le meilleur entraîneur. C'est sûr. Il y a des nouveautés. Cette année, on a décidé de dupliquer tous les trophées qui existaient pour les hommes aux femmes. Donc là, il y a vraiment maintenant il y aura le meilleur espoir, meilleur gardien, meilleure gardienne. Donc ça aussi, c'est important d'expliquer comment quels sont les critères du Ballon d'Or, comment on détermine les jurés, etc., etc. Je pense que ça permettra aux gens de continuer à critiquer, de continuer à débattre, mais au moins en ayant tous les éléments. Et puis ben voilà, tout le monde se fait son avis, et voilà, je pense qu'on a pu expliquer un peu les coulisses, et ça changera rien. Il y aura toujours des débats, mais au moins les gens maintenant ils savent comment ça fonctionne. C'est sûr. En tout cas, on vous remercie. On remercie, comme je dis aussi, Florent, d'avoir pu participer à cette vidéo. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Visca Barça et Visca Tiki-Taka. Ouais, moi je pense que au contraire, on n'a jamais autant parlé du Ballon d'Or. Bah, en plus il y a les réseaux sociaux qui aident beaucoup, mais je pense que le Ballon d'Or, il s'est internationalisé à un point qu'on n'aurait jamais imaginé, et c'est quand même attendu. Même ceux qui sont entre guillemets un peu les rageux ou les anti-Ballon d'Or, ils vont quand même suivre. Ils vont, quand on va sortir la liste des nommés, ça va être